Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Là où personne ne regarde. Aujourd'hui, on a reçu Isabelle. Isabelle, elle a écrit 2 livres, dont un qui s'intitule L'enfer d'une fille de rue. Je le nomme au début parce que l'enfer d'une fille de rue, c'est vraiment ce qu'elle a vécu, un parcours de sa vie. Itinérance, drogue dure, jusqu'à prendre de l'héroïne, violence, prostitution. Un parcours très, très dur, mais une très grande... Isabelle, elle a une très grande résilience. Aujourd'hui, elle va très bien. C'est une histoire qui est bouleversante, dure à entendre, mais aussi très importante et nécessaire pour comprendre cette réalité-là qui est à côté de nous. Il y a de plus en plus d'itinérants. Donc, Isabelle aussi, elle nous dit comment être avec les itinérants, comment se mêler à eux. Donc, vraiment une belle, très, très belle épisode. Isabelle, depuis le début de mon podcast, je veux la recevoir. Enfin, je la reçois. Je suis vraiment contente. Donc, vous allez adorer l'épisode. Donc, bon épisode avec Isabelle. Ça va? Ça va super bien, merci de me recevoir. Hey, merci à toi. Faut que je le dise, Isabelle, depuis le début que j'ai commencé mon podcast, je veux la recevoir. Elle a vécu des épreuves dans sa vie, fait que tu n'as pas pu être là. On était censé le faire en vidéoconférence. Tu restes à Gaspé. Oui. Mais là, c'est encore mieux. Tu es en vacances à Granby. C'est ça. Ah, que je te reçois. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de te recevoir. Ben merci de me recevoir comme un cheveu sur la soupe. Hein? Je t'ai appelé puis tu as dit oui, on fait une place, on va te recevoir. Merci. Ça me fait plaisir. Isabelle, pour commencer, pour que les gens apprennent à plus te connaître, peux-tu me parler un petit peu de toi? Quel genre d'enfant que tu étais? Quel environnement familial que tu viens? Oui. Ben moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal, dans une famille du divorce des années 80. Fait qu'il n'y en avait pas beaucoup à mon école, des enfants issus du divorce. Dans le fond, je suis restée avec ma mère qui était monoparentale, puis ça a créé beaucoup de stress sur l'ambiance dans la maison parce que financièrement, c'était difficile de se retrouver seule aussi avec 2 enfants. Donc, à la maison, il y avait beaucoup de tension, beaucoup il n'y avait pas beaucoup d'espace pour être joyeuse et spontanée, mettons. Puis à l'école, ben comme j'étais différente des autres enfants, on restait dans les HLM, même si on avait des beaux vêtements, parce que c'était important pour ma mère que ça paraisse pas qu'on était pauvre, mais ça devait paraître dans notre attitude un peu, là. Fait que moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Puis dans le fond, j'ai grandi en nourrissant vraiment beaucoup de frustration par rapport à ça, où je sentais pas que j'avais ma place à nulle part, ni à la maison, ni à l'école. Que quand j'ai rencontré une gang de gars qui m'ont offert une puff de joint pour la première fois, là, c'était comme « wow, j'ai des amis maintenant ». Puis ça, c'était au primaire? L'été de mon primaire au secondaire. Là. Je vais avoir 11-12 ans là, dans ce coin-là. Là. Puis t'avais-tu des amis au primaire ou t'avais pas d'amis? J'avais pas d'amis, non. Okay. Vraiment rien. Dans le fond, c'est ça. J'ai voulu adhérer au cadet. Fait que ça devait être en secondaire 1, là, tu sais, plus, pas en 6e année, plus secondaire 1. J'allais dans les cadets parce qu'il y avait des beaux gars dans les cadets. Puis, ben, c'est ça, là, j'étais rendue adolescente, puis je cherchais à plaire vraiment beaucoup, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui était difficile pour les autres enfants à l'école, c'est que je cherchais de l'amour à tout prix. Tu cherchais la reconnaissance? Beaucoup, puis ben j'étais bonne à l'école, fait que la reconnaissance, j'avais tout le temps la main levée parce que j'avais tout le temps la bonne réponse, fait que ça non plus, ça aide pas. OK, toi, t'es style de fille qui a le don, tu n'étudies pas, mais tu passes haut la main. En plein ça. Fait que mon surnom, c'était l'encyclopédie, là. À cette heure, c'est Google. Ah oui? T'as pas besoin de le googler, tu peux me le demander. Okay. Tant que ça? Ben, je pense pas, là. Ouais. Juste pour rire. Mais, j'allais dire une question, je m'en souviens pas. Ça va me revenir. Continue. Ben, c'est ça, fait que je suis rentrée dans les cadets, j'ai rencontré une gang de gars qui jouaient à Donjons et Dragons la fin de semaine, puis j'ai fumé mon premier joint avec eux autres. Je me suis sentie tellement... tu sais, il n'y avait plus de lourdeur, là. C'était vraiment drôle. Je me sentais que je faisais partie de la gang, tu sais. Ça a été le début de la fin, si on veut, là. Ça a quand même été assez tranquillement, mais
Ça n'a pas pu durer cet été-là parce que ma mère nous a déménagé dans une autre ville à 1 heure de route. Là, fait que là, j'avais encore plus de frustration par rapport à ma mère parce que pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais des amis. Puis là, elle m'enlevait ça. Puis je comprenais pas que c'était pour elle, pour son futur à elle. Elle voulait se rapprocher du cégep de Valleyfield pour faire des études, puis tout. Mais pour moi, c'était comme, ben non, tu m'enlèves mes amis, là, tu sais. Quand on était ado, hein, c'est comme, c'est tellement important appartenir à une gang, là. Oui, puis j'en avais jamais eu, tu sais, fait que j'avais vraiment l'impression qu'elle essayait de me garder malheureuse, tu sais. C'est comme si c'était... Je me suis sentie victime, moi, comme enfant, comme jeune adolescente. Je me sentais victime des adultes autour de moi, d'être punie de façon injuste ou, par exemple, de déménager alors que je venais de me faire des amis pour la première fois. C'est comme, mais voyons, c'est comme la fin du monde, là, pour les ados. C'est ça, que ma vie à moi, elle comptait pas pour personne, là. Puis quand tu as pris ton premier joint, tu as pogné quelque chose? Ah, ça a vraiment été libérateur, là. C'était... On était dehors dans la nature, puis je regardais le ciel, on regardait les nuages, on se disait à quoi ça ressemblait, tu sais, puis c'était juste tellement drôle. C'était pas vraiment drôle, là, c'est juste parce qu'on était gelés qu'on trouvait ça bien drôle, là, mais ça a vraiment libéré quelque chose en dedans de moi, de toute la lourdeur, puis le stress, puis de... Ça enlève le stress. Je me souciais pas de ce qu'ils pensaient de moi. Tu sais, j'étais trop gelée pour me demander qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Fait que j'étais plus naturelle, puis ça faisait rire, puis c'était... On rit hein, quand on comprend ça au début, oui, là. Vraiment. C'était vraiment drôle. Mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris un joint, ça m'avait rien fait. Moi, j'étais déçue que ça me fasse rien. Je voyais tout le monde triper. Puis c'est la deuxième fois, là, ça l'avait embarqué. OK. En double ou non? Non. Heureusement. Heureusement. Donc là, tu déménages. Je déménage, puis je suis tellement fâchée. Tu sais, je rentre à l'école, secondaire 2, mais je veux pas, là. Là, je suis déjà décrocheuse, là. Je suis déjà en colère après ma mère du déménagement. Je rencontre mon voisin qui a 23 ans. Moi, je n'ai 13-14, puis il vend du hash, puis je suis tout le temps rendue chez eux, puis... tu sais, je fais tout ce qui est interdit. Je deviens vraiment une adolescente rebelle pour faire réagir puis dire, vous avez fini, là, les adultes, de briser ma vie, puis je veux plus jamais être victime de personne. Fait que je suis toujours en réaction avec tout ce qui se passe. Qui t'a vraiment fait un 360 degrés, là. Oui. Fait que même si je suis bonne à l'école, je vais pas à mes cours, je mets le feu dans les poubelles, tu sais, c'est ça. Ça fait que je me fais expulser de l'école en février. Puis l'année d'après, quand il y a eu la rentrée scolaire, je me suis fait expulser en octobre, tu sais, parce que là, j'allais plus à mes cours, puis j'avais des conditions pour être acceptée à l'école. T'avais quel âge, là? 14. OK. Puis c'est là que je suis vraiment tombée en amour de mon beau Pierre, que je l'appelle dans mon livre, là, parce que Pierre, c'est le premier gars qui m'a regardée comme si j'étais la plus belle merveille du monde, là, tu sais, puis... C'est la première fois que ça t'arrivait? Oui. De vraiment sentir dans le regard de quelqu'un que j'étais importante, puis... mais malheureusement, Pierre avait des comportements violents, tu sais, il m'aimait tellement qu'il m'aimait trop, puis... j'ai été exposée assez rapidement là, à pas le droit de parler à d'autres mondes, puis pas le droit de sortir de la maison. Moi, j'avais fugué, j'allais plus chez ma mère, j'étais juste chez Pierre, puis... Il avait quel âge, Pierre? 19 ans. 19 ans? Oui. C'était-tu... Est-ce qu'il violentait ou... Une fois, il m'a frappée, mais c'était plus comme... psychologique, tu sais, si tu m'aimes, t'as pas besoin d'aller voir tes amis, si tu m'aimes, on va rester à la maison, tu sais, moi je t'aime assez, là, tu sais, on va passer du temps ensemble, puis, fait que j'étais très jeune et très naïve, puis surtout beaucoup besoin de me sentir aimée, tu sais, fait que je pensais, c'était mon premier chum aussi, là, fait que je pensais que c'était ça, tu sais, c'est vrai, si je l'aime, ben c'est vrai que je suis bien avec lui, là, non, j'ai pas besoin d'aller voir mes amis, puis je me suis modelée tranquillement, pas vite, à ce que lui voulait que moi je sois. OK. Mais lui, comme tu dis, il t'aimait trop, fait qu'il voulait juste à lui tout seul. Oui. Mais c'était pas nécessairement un gars comme un pervers narcissique là, qui te violentait puis qui t'isolait de tout le monde. C'est juste qu'il t'aimait trop. Ben, je pense que c'est la même chose. OK. Peut-être que je le nomme pas comme ça, mais je pense qu'il m'aimait vraiment
à la folie. Puis je pense que si on n'avait pas été arrêté, parce que j'étais en fugue, bon, tout ça, fait que si on s'était pas fait arrêter, ben ça aurait pu dégénérer comme relation. OK. Là, tu sais. OK. Ça n'a juste pas pu durer assez longtemps dans le temps, là, peut-être Je comprends. 3 mois. Là. OK. Fait que suite à notre arrestation, ben je me suis retrouvée en centre d'accueil. Puis il était vraiment fou amoureux, là, parce qu'il est venu au centre d'accueil, dans la fenêtre, il est venu pour me sortir de là, comme m'évader. Là, il y a des gardiens de sécurité, heureusement que ils sont intervenus, parce que sinon je serais repartie avec lui comme... J'étais amoureuse de l'amour, comme Roméo et Juliette, là. Tu sais, je me sentais comme, wow, il Comme m'aime. pas mal de tous les ados, là. Oui. Ouais. Fait que là, t'es au centre d'accueil. J'étais au centre d'accueil pour 2 ans. Puis là, ma colère, elle se transforme en révolte parce que je rencontre d'autres adultes qui ont des attentes par rapport à moi, mais je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils s'attendent de moi. Je sais pas ce que je suis supposée de faire pour avoir le droit de partir de là. Je me sens abandonnée par mes parents. Là, tes parents, ils voulaient pas que tu retournes à la maison? Non, c'est ça. Moi, quand j'ai été placée, ma mère n'était plus en mesure de s'occuper de moi parce que là, vraiment, j'avais des problèmes de comportement qui faisaient qu'elle ne pouvait pas assurer ma sécurité. Là. Je sortais avec un gars de 19 ans, mais il était violent, possessif surtout. Et puis, pour mon père, c'était pas une possibilité à ce moment-là. Là. En fait, après 2 ans de centre jeunesse, c'est chez mon père que je suis partie vivre. C'est lui qui s'est mobilisé là, pour nous accueillir, moi puis ma sœur. Puis, mais pendant 2 ans, moi, je suis comme... J'ai jamais compris qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce qui était attendu de moi. J'ai fugué à quelques reprises au début, fait que là, ils m'ont placée en sécuritaire, donc j'avais plus le droit de sortir de l'établissement, là. On peut-tu comparer ça à une prison, un centre d'accueil? C'est très différent dans le sens que un centre de détention, ben t'as pas nécessairement d'activité thérapeutique à réaliser. C'est selon le désir du détenu de progresser dans un chemin thérapeutique ou d'atelier de compétences sociales. Tandis qu'au centre jeunesse, c'est tout obligatoire. Tu as un plan d'intervention qui, normalement, tu devrais comprendre ton plan d'intervention en tant que jeune puis savoir c'est quoi les objectifs puis comment on va les travailler, ces objectifs-là. Mais moi, j'avais vraiment le sentiment que on n'avait pas pris en considération ma réalité, comment moi j'avais ressenti mon enfance, mon adolescence. T'sais. Fait que c'était comme si je m'étais vraiment construite comme une personne victime des adultes puis des événements, puis cette réalité-là du centre jeunesse, ça venait confirmer que les adultes décident tout le temps à notre place, puis qu'on n'a pas de pouvoir sur notre propre vie comme enfant. Puis ça t'a révolté encore plus? Ça m'a révolté encore plus. Puis encore à ce jour, je ne sais pas pourquoi, après 2 ans, là, je pouvais sortir, parce que je ne comprenais pas ce qui m'était demandé par les intervenants qui travaillaient avec moi. OK. Ouais. Puis là, après, quand tu sors de là... Quand je sors de là, je m'en vais rester chez mon père à Montréal. Fait que je suis une petite fille de banlieue, puis je me retrouve à Montréal, le métro, je sais pas comment ça marche. Je voulais aller me promener sur la rue Sainte-Catherine, fait que je suis descendue à la station Sainte-Catherine, mais c'est pas du tout le même quartier. Fait que, tu sais, je me perds un peu, là, puis j'appelle mon père, puis je suis comme choquée, je suis à telle place, je sais pas comment faire pour revenir à la maison. Je suis très aventurière, mais comme pas organisée. Je suis fonceuse, mais les yeux fermés. Okay. Ça fait que c'est tout un apprentissage pour quelqu'un qui a grandi en banlieue de se débrouiller dans le métro. Bien sûr, de tout l'été, je me suis pas vraiment faite d'amis. Ça a comme attendu à l'école, puis... Là, tu avais 16 ans, hein? J'avais 16 ans, oui. Puis, quand je me suis retrouvée à l'école secondaire, j'ai eu assez peur dans le sens que c'était une grosse polyvalente. Là. Je ne sais pas combien d'étudiants on pouvait être là-dedans, là, mais certainement 1000 étudiants. Là. C'est comme vraiment immense comme polyvalente.
Puis moi, je venais de l'école du centre jeunesse puis de la polyvalente de Saint-Hyacinthe où ce qu'on devait être à peu près 400 étudiants là, au top, là, OK. tu sais. Ça fait que je me suis un petit peu perdue là-dedans, puis toujours à chercher de l'amour dans le regard des autres. Fait que, tu sais, les gars qui cherchent des proies faciles, j'étais une proie facile là, pour les gars. Fait Puis ils que, le ressentent, les gars, oui, mal faisant. intentionnés. Oui, mal intentionnés. Ça fait que j'ai tout le temps été chercher de l'approbation, chercher de l'amour aux mauvaises places. Puis j'ai commencé à sortir la fin de semaine. Puis à un moment donné, je suis dans un bar. Je veux aller au bar. En fait, je suis dans l'escalier pour rentrer. Puis là, il y a un doorman qui me carte, mais j'ai pas de carte, j'ai 16 ans. Fait que je vire de bord. Puis il y avait une fille derrière moi qui vire de bord, elle aussi, parce qu'elle non plus, elle n'a pas 18 ans. Puis on se fait carter ce soir-là. Puis elle me dit, ben viens avec moi, je connais une place où on peut triper, tu sais. Puis elle m'amène au Harvey's qu'il y avait dans le temps au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. OK. C'est mon introduction avec les punks. Je tombe en amour avec toute cette liberté-là qui exprime, un peu gamin, un peu... c'est littéralement des enfants de la rue, là, tu sais, il y a quelque chose de... Mais les punks aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de jugement, hein? Ben exactement. Un peu peace and love. Je me suis sentie acceptée, là. J'avais pas besoin d'aimer tel genre de musique. Tu sais, eux autres, c'était juste comme « Hey, salut Isa! » Puis... Moi, j'avais des connaissances adolescentes qui sont punk, puis ils ont comme une belle ouverture d'esprit. Oui. Ils n'ont pas de jugement, puis c'est comme la vie est cool, puis... Tout le monde a le droit d'être. Oui, c'est ça, est, exactement, c'est ça. Moi, là, ça a fait... C'était la première fois de ma vie que je sentais que j'avais le droit d'être, puis que j'avais pas de pirouette à faire, puis que justement, j'avais pas besoin de chercher l'amour dans le regard de l'autre. C'était juste T'aimais pour qui t'étais. Oui. Fait que je suis restée. Je suis pas retournée dormir chez mon père ce soir-là, puis je suis devenue itinérante. OK, parce que les punks sont itinérants. Ben ceux avec qui je me tenais, oui. OK. Il y en a d'autres qui viennent les soirs, qui viennent les fins de semaine, mais ceux que moi j'ai rencontrés, c'était des jeunes qui vivaient dans la rue, tu sais, qui ont des spots où dormir, des spots où manger. Puis là, c'est comme ça qu'on m'a introduit un peu au mode de vie de la rue, puis comment qu'elle était, puis... Fait que là, du jour au lendemain, tu rencontres cette gang-là. Oui. Puis là, tu es itinérante. Oui. Parce que ça m'appelait. C'était vraiment... j'avais le droit d'être. Puis j'avais jamais ressenti ça avant. J'étais toujours trop heureuse, trop excitée, trop émotive, trop... J'étais tout le temps... Sois belle, calme-toi, puis, tu sais, fais ce qu'on te demande, puis arrête de rouspéter, tu sais. Alors que j'ai soif d'aventure, j'ai plein de choses à dire, je suis intelligente, j'aime ça argumenter, j'aime ça discuter. Les punks sont politisés aussi, tu sais, ils ont des opinions sur les situations politiques qu'on vivait à cette époque-là. Je pourrais pas m'en rappeler vraiment. C'est des gens d'opinion. C'est des gens d'opinion, ils sont bien renseignés, tu sais, c'est pas juste des opinions, ils parlent pas à travers leur chapeau, tu sais, ils connaissent bien les réalités dont ils argumentent. Et puis, aujourd'hui, c'est certainement le droit au logement là, qui doivent argumenter nos gens. Oui, on en reparlera tantôt. J'ai des questions là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, ton besoin d'exister, là, t'existais pour toi, fait que ça passait avant tout, là, tu pouvais être itinérante juste parce que ce besoin-là, il te comblait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. De la façon que je le comprends, c'est que mon sentiment de sécurité intérieure était finalement comblé. Ouais. Fait que tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est pas grave, là. Moi, je suis bien. Pour la première fois de ma vie, je suis bien dans ma peau. Je suis acceptée. Je suis qui je suis, puis ça suffit, tu sais. On l'entend souvent en anglais, là, « I am enough », tu sais, je suis suffisante. Ouais. Mais c'était la première fois que je ressentais ça, puis j'avais 16 ans. Fait que c'est sûr que j'en voulais plus, là. Puis là, ça se passe comment dans la rue? Ben, ça se dégrade assez rapidement, là. C'est-à-dire qu'on m'a donné des trucs où dormir au chaud, parce que c'était l'hiver, là, on était en janvier, là. Fait que c'est comme, OK, ici, tu peux dormir au chaud. Il y a tel appartement. De temps en temps, je pouvais aller dormir à cet appartement-là.
C'est des piqueries ou des appartements? Non, des appartements. appartes, Genre OK. des punks qui avaient loué un appartement, OK. mais là, tout le monde était invité, mais on pouvait comme pas tout y aller en même temps, là. OK. On se retrouvait une vingtaine couchés, cordés comme des sardines Ah ouais! pour se garder au chaud parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans Très le logement. solidaire, Là. hein? C'est ça que j'ai senti aussi. On m'a dit, tu sais, qu'au Peel Pub, par exemple, je pouvais manger un spaghetti pour Peel une Pub. pièce. Oh mon tu sais, Dieu, fait ouais, que- les shooters sont à une pièce. Oui, c'est Oh ça, my c'était God. pas cher. Fait que si tu quittes pas loin du Peel Pub, ben, tu peux aller manger pas cher aussi. Puis dans ce temps-là, au Harvey's, il y avait les Junior Burgers là, à 99 cents. Là, tu sais. OK. Fait que c'est comme toutes sortes de places puis de façons de se nourrir, Des de se trucs. garder au chaud, que les gens partagent ensemble. Puis... Fait que c'est sûr que moi, j'ai senti beaucoup de solidarité là-dedans, une fraternité que j'avais pas connue vraiment. Là. Y a-t-il plus de solidarité en tant qu'itinérant que les citoyens en société? Ben, je pense pas que c'est une comparaison coupée au couteau, tu sais. Je pense que les gens qui soutiennent les organismes communautaires ont le même sentiment de solidarité humaine, tu sais, parce que les organismes communautaires, Je c'est comprends. vraiment eux qui prennent soin de la population, Mhm. partout où le système public n'est pas en mesure de répondre aux besoins, tu sais. Ça fait que je pense qu'il y a énormément de citoyens qui sont solidaires, mais ça reste une marginalité par rapport au reste de la population. Fait que je pense pas que ça appartient au punk, la solidarité, mais je pense que c'est marginal d'être solidaire dans notre société. OK, je comprends. Fait que cette solidarité-là, ce droit d'être qui je suis, ça a fait que je suis restée là. Puis très, très, très rapidement, je suis passée du pot, du hash, c'était plus du hash qu'on fumait dans le temps, à la mescaline, puis de la mescaline à la cocaïne. Là, je pense que ça n'a même pas pris 3 mois. Là, puis je me suis fait injecter pour la première fois de la coke. J'avais 16 ans, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est quoi la différence entre injecter de la coke ou la sniffer? Bien, je sais c'est quoi, mais je veux dire, qu'est-ce que ça fait à ton corps de différent? La première fois que je me suis fait injecter de la coke, là, j'ai vraiment eu l'impression d'atterrir dans un autre univers où tout est magnifique et merveilleux. Puis c'est pas hallucinogène, là. J'ai pas vu des éléphants, là, mais tu sais, j'entendais des sons que normalement j'entendais pas. Il pleuvait, donc les gouttes de pluie dans les escaliers en métal, ça faisait comme une mélodie. OK. C'est comme si le temps s'arrêtait. Puis Tous que tes j'avais le sens temps. sont amplifiés, amplifiés, Oui, amplifiés, amplifiés. c'est ça. Puis c'est surtout que ça m'a coupé du reste de mon intérieur, tu sais. Fait que c'était comme juste l'expérience sensorielle au lieu de toutes mes pensées puis mon mal-être, si on veut. Fait que j'ai vraiment voulu répéter l'expérience, puis rapidement, là, ça fait que je suis passée de ma première injection à mon premier client de prostitution, là, dans le fond, là, j'ai demandé combien ça coûte, comment je fais pour en avoir, puis la personne m'a dit, ben ça coûte 20$, puis tu peux faire 20$ si tu t'installes sur le coin de la rue ici, là. S'il y a un char qui ralentit, regarde le conducteur, il va s'arrêter, tu vas pouvoir t'asseoir dans l'auto puis faire une fellation pour 20$. Tu t'es fait injecter de la coke, Ouais. t'as trippé, Ouais. tout de suite après, t'as voulu en avoir. Comment Ouais. je peux faire? T'es allé faire un client. Ouais. C'est fou. Une ligne directe de je m'en fous, qu'est-ce que ça prend, mais cette expérience-là, je veux la revivre. C'est ça, c'était plus fort que tout. C'est devenu la priorité. Puis j'ai jamais pu ressentir de nouveau la même chose que j'ai senti dans ma première injection. Ça devient différent. Il y a la même déconnexion à la réalité dans le sens... Bien, j'aime pas ça dire déconnexion à la réalité parce que tu es dans la réalité quand même, là, mais c'est juste que j'ai été concentrée sur l'effet que ça me fait dans mon corps, dans ma tête. C'est comme l'amplification, la pression, ça libère. Dure-tu longtemps, là-dessus? Non, je te dirais, le gros rush, c'est quand tu finis de l'injecter, puis ça dure peut-être 2 minutes. Après, tu es encore buzzé, là, mais c'est pas le même. C'est pas pour le restant que tu le fais. Tu le fais pour le 2 minutes Tu que fais ça des dure. clients au pour début. un 2 minutes de high. Ouais. Ouais. Au plus vite. Ouais. Puis les clients, y a-tu...
Comment c'était ton premier client? J'ai comme plein de Dégoûtant. questions, là, je vais y Ouais. aller. C'est sûr que le premier que j'ai fait, je me sentais dégoûtée de moi. Tu as fait une fellation? Oui. Puis, c'était la première fois que je faisais une fellation dans ma vie aussi. J'avais jamais fait ça dans ma vie personnelle. Fait que ça a vraiment été une expérience traumatisante, difficile. Mais je voulais le 20$. Fait que, il a fallu que j'apprenne des techniques pour que ça soit plus rapide, pour que ce soit plus efficace. Avec tes clients? Oui. Avec les clients? Avec les clients. Ouais. Avec les... Oui, c'est ça. Ben là, j'ai pas envie d'être super explicite sexuellement. Non. Là. Est-ce qu'ils te traitaient bien en général, les clients? Oui. Je pense qu'il y a vraiment... on parle des années 90. Là. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ressemblerait la clientèle de la prostitution de rue, parce qu'il y a différents types de prostitution, il y a différentes clientèles aussi. Mais clairement, il y a un besoin, je pense, de satisfaire des besoins de base. La sexualité, c'est un besoin naturel, tu sais. Puis je pense qu'il y a des personnes qui travaillent, qui sont travailleurs du sexe, qui choisissent, pas par dépendance, qui choisissent cette façon-là de faire de l'argent, puis qui ont une expérience qui n'est pas traumatisante avec leur profession du travail du sexe. Ils sont bien avec ça. Ils sont bien avec ça. Puis je peux pas m'étendre sur le sujet parce que je ne fais pas partie de ces personnes-là. Pour moi, ça a vraiment été lié à ma dépendance. Ça me prenait de la drogue. Fait que j'ai utilisé mon corps pour faire de l'argent, pour avoir de la drogue. Puis mon rapport à mon corps a été très blessé par rapport à cette expérience-là de prostitution dans ma vie, tu sais. Fait que j'aimerais plus que ce soit d'autres invités qui te parlent peut-être là, du travail du sexe. Parfait, pas de problème. Oui. Donc, ça ressemble à quoi ton quotidien après dans la rue? Je fais 20$, je m'injecte. Je fais 20$, je m'injecte. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher dans un garde-robe de piquerie. C'est des semaines et des mois qui disparaissent dans le fond de ma vie. Je suis tellement gelée, puis la seule priorité, c'est d'être gelée, que c'est tout ce que je fais. C'est sûr qu'au début, j'avais juste 16 ans, le fait que de 16 à 18 ans, régulièrement, je me fais arrêter parce que j'ai l'air d'avoir 16 ans, là, tu sais, puis que j'ai pas d'affaires dans la rue, puis là, ben, ils me ramènent en centre jeunesse, puis là, le système à l'époque voulait bien m'offrir des services en dépendance, mais tu sais, au début, le juge, il m'ordonne d'aller en thérapie, mais je suis arrivée dans une thérapie directive, confrontante. J'ai 16 ans, je suis déjà frustrée avec les adultes. Ça n'a pas super bien fonctionné, fait que je me suis sauvée de là, je suis retournée dans la rue, tu sais, j'ai trouvé toutes les portes de sortie jusqu'à ce que, là, on me dit, ben non, là, tu restes enfermé, tu n'as plus le droit de sortir ni pour aller faire des réunions, des fraternités anonymes, ni pour aller en thérapie, on va juste t'enfermer parce que t'es un danger pour toi-même, tu sais, tu te suicides à petit feu dès que tu as une porte de sortie, puis ça a encore plus nourri ma colère, puis ma révolte, tu sais, parce que j'étais encore comme, laissez-moi donc vivre ma vie comme je veux. J'étais complètement inconsciente de l'impact pour mes parents. J'étais complètement inconsciente que j'étais en train de mourir. Je voulais juste qu'on me laisse faire. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille puis qu'on me laisse prendre mes décisions, tu sais. Ça fait que tous les efforts que les adultes faisaient pour me garder en sécurité étaient pour moi des trahisons puis Ça faisait juste empirer comment que t'étais. Ma révolte, mon sentiment d'être victime, de ne plus avoir de pouvoir sur ma vie. C'est tout le monde qui décide à ma place, sauf moi, tu sais. C'est pas ça que je veux, moi, dans ma vie, tu sais. La drogue, c'est ça qui devait prendre le dessus aussi. Si tu t'injectais, comme tu dis, tu faisais un client, tu t'injectais. Si tu faisais un client, tu t'injectais. C'était juste, j'imagine, tu devais toujours penser à ça, à ta drogue? Oui. Il n'y a pas d'autres... il n'y avait pas d'autres sphères de ma vie, là. Il n'y avait pas d'amitié, de chum ou de blonde. Il y avait rien d'autre que faire de l'argent pour manger. C'était comme, ben là, il fallait que j'aille fait plus que 20$ pour aller manger, là, parce que je prendrais pas mon 20$ puis amputer mon 20$ pour un peu de nourriture, là, tu sais.
ni l'été pour avoir de l'eau, pour ne pas mourir déshydraté. Tu sais, c'est vraiment... Puis après la coke, as-tu pris d'autres drogues? Oui. Plus tard, adulte, là, j'ai fait la transition vers l'héroïne. C'est par erreur. Là. Dans le fond, j'étais avec un ami, puis on consommait ensemble dans son appartement. Puis on a fait une psychose. Là. On hallucinait que la police était pour rentrer, puis buster la drogue qu'on a, puis qu'on se retrouverait en prison. Fait que j'ai juste pris une seringue sur la table, n'importe laquelle. Je me suis injectée, puis je me suis mis à vomir. c'est un peu drôle, là, mais en tout cas, c'est comme... Là, lui, il était fâché. T'es détaché de ça aujourd'hui, hein? C'est oui, comme un parce autre que vie, hein, c'est pour toi. arrivé il y a plus de 20 ans. Détachement, là. Oui, je m'excuse. Hey, non, ça, des fois, collé. les gens sont comme... Ils se sentent bombardés, là, puis effectivement, pour moi, c'est... Mais tant mieux. Ben, c'est pour ça que tu peux en parler. Ben, le détachement est venu avec les livres. Mais là, attends, moi, je veux savoir, pourquoi tu t'es shooté à l'héroïne? Ben, c'était une erreur. On avait préparé nos seringues d'avance à la table. Il y avait une pile de seringues de cocaïne, et lui, c'était de l'héroïne. Okay. Fait que là, il y avait des seringues d'héroïne et de cocaïne. Mais là, moi, dans l'énervement, là, je regarde pas dans quelle pile j'ai pris ma seringue. J'ai juste pris une seringue, puis je suis pressée de me faire une autre injection avant que la police imaginaire rentre. On était dans un 2e étage, là, puis on les voyait marcher dans la fenêtre. C'est impossible. C'est une psychose? Oui, c'est une psychose, c'est ça. Une psychose, c'est d'imaginer, de voir des choses qui sont pas réelles pour les autres personnes autour. Là. Ça existe. Mais c'est parce que c'est en manque, c'est pour ça? Non? C'est l'intoxication qui fait ça. On est dans la description des effets des drogues, mais vraiment, là, aujourd'hui, je ne changerais pas ma pire journée, là, juste pour les gens qui nous écoutent. J'ai perdu ma mère il y a 2 mois, là, puis ça a été une épreuve vraiment difficile. J'ai jamais eu envie de consommer, là, tu sais. Fait que ma vie abstinente, aujourd'hui, je suis abstinente de toute substance depuis plus de 10 ans. C'est la plus belle partie de toute ma vie que je vis présentement, tu sais. Je pense que les effets des drogues, ça vient vraiment répondre à des blessures intérieures qui, en fait, amplifient la blessure parce que plus j'ai creusé dans ma dépendance, plus ça a été long et difficile de m'en sortir. C'est ça le problème avec la gradation, puis de se retrouver avec des drogues dures. Tu t'en vas en enfer, carrément. C'est l'enfer, puis il y en a comme même... ton livre. L'enfer d'une fille de rue. L'enfer d'une fille de rue. Il y a 2% des gens qui s'en sortent, là. Fait que non, c'est pas une bonne idée d'essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. 2% des gens qui s'en sortent? Oui. Tu parles de l'héroïne ou toute drogue? Héroïne, cocaïne, kétamine, les drogues dures là, qui font un peu comme déconnecter. 2%. 2% des gens qui souhaitent s'en sortir, qui réussissent. OK. Fait que c'est très peu. C'est très peu. Beaucoup meurent. Là, le contexte actuel, la qualité des drogues sur la rue en ce moment, c'est un pile ou face. Là. Ouais. La vie est vraiment... J'ai vu un reportage là-dessus. Là, ils mettent du fentanyl. Mm-hmm. Puis le fentanyl, la façon qu'il parlait, c'est un petit grain de sel, là, puis tu peux en mourir. Là. Moi, je pense que si je consommais aujourd'hui, je serais morte. C'est pas la même époque. Là. Les années 90 puis les années 2020, là, on n'est pas dans le même type de drogue, ni les mêmes... comportement à risque, puis il faut aller chercher de l'aide. Là. Quand tu étais en manque, là, ça s'exprime comment? Il y a juste, pour moi, là, parce que je ne buvais pas d'alcool, là, il y a des gros impacts pour l'alcool. D'ailleurs, c'est la seule substance où on peut mourir en sevrage, c'est les alcooliques. Oui, j'ai ça. Oui. Et puis, avec l'héroïne, il y a des symptômes physiologiques de sevrage, des grosses crampes. C'est comme avoir une gastro violente. Là. Ça sort de partout, puis c'est très douloureux. C'est très douloureux. Quand tu étais dans la rue, tu étais en manque. Il faut se dépêcher à ne pas en manquer, parce que c'est ça. Ça m'est déjà arrivé de me souiller, là, puis là, ben, t'es dans la rue, là, j'ai pas accès à une laveuse, j'ai pas... c'est très déshumanisant comme expérience, là, puis c'est ça le message. T'étais-tu, parce que des fois, regarde, je sais pas comment le dire, mais ça va sortir, tu sais, quand tu vois des gens dans la rue qui sont en manque, puis qui ont vraiment des tics, là, ça ressemble-tu à ça? Ben oui, ça peut être des tics parce qu'ils sont en manque, mais ça peut être des tics aussi parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont debout. Tu sais, c'est le système nerveux qui vient atteindre à un moment donné, là, puis
la fatigue, le manque de sommeil, les substances. On perd le Tout ça contrôle ensemble. de tout, de nos pensées, de notre corps, de notre vie. C'est ça. Dans les grands froids, tu sais, quand il fait des moins 30, moins 35, là, Ben, on reste 3 minutes dehors puis on est gelé. Oui, c'est ça. Ben, quand on est itinérant, d'abord, il y a l'adrénaline qui nous garde un peu au chaud. Être sous l'effet des drogues, ça donne un faux sentiment de chaleur, comme avec l'alcool. Donc, il y a un grand, grand risque d'hypothermie. Puis, il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui sont amputés là, au niveau des orteils, des pieds, des doigts, parce qu'on passe de longues heures. C'est pas des journées au grand froid. Il y a des organismes qui sont des milieux de jour, qu'on appelle, qui permettent aux gens d'aller se réchauffer pendant la journée, de prendre un café. Il y en a qui font de l'échange de matériel de consommation stérilisé Oui, OK. pour éviter là, la transmission de maladies comme le VIH. Donc ça permet des périodes de répit, mais c'est pas un endroit où tu peux dormir, c'est pas un endroit, ça te permet de te garder au chaud quelques heures là, au travers des 24 heures. OK. J'ai vu dans un autre podcast, je ne sais pas si tu veux en parler, quand tu as rampé à l'hôpital, ça m'a marqué. Bien, c'est ça. Dans le fond, un après-midi, j'étais très fatiguée. J'étais sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, où il y a des pots à fleurs qui sont en ciment, puis qui sont à peu près hauts comme une table de cuisine, comme la table où on est assis présentement. Fait que je me suis juste comme accotée pour me reposer un peu. J'ai fermé les yeux, puis quand je les ai ouverts, c'était la nuit. Fait que je sais pas combien de temps j'ai passé là, mais quand j'ai voulu... Fait que tu sois fatiguée en tabarnouche, hein, t'endormir assis. Dormir assis, oui. Je me rappelle pas combien de jours j'étais debout, là. C'était pas comme 5, 6, 7 jours, là, quelque chose comme ça. Et puis, quand j'ai voulu marcher pour aller faire 20$ pour aller consommer, je pouvais pas marcher. Mes pieds étaient gelés. Puis donc, j'étais 2 billets avec l'hôpital Saint-Luc. Et là, c'est devenu très brûlant. C'est comme si mes pieds étaient littéralement en feu. Fait que j'ai marché à 4 pattes, à genoux. J'ai traversé René-Lévesque, j'ai traversé Saint-Denis comme ça pour rentrer à l'hôpital. Puis le gardien a hurlé sur moi là, pour que je sorte en pensant que j'étais en psychose ou que j'allais déranger là, les vrais patients, si on veut. Là. Et ça dénote aussi beaucoup la stigmatisation qu'on vit dans la rue, tu sais, comme je comprends la question de la sécurité des autres patients, mais que la première réaction... N'importe qui devrait rentrer à l'hôpital, là. Même si tu es en psychose, là. Mais il faut qu'il te rentre à l'hôpital. Oui, c'est sûr. Mais comment on vérifie? Tu sais, moi, je veux pas... Il n'y a pas de blâme à l'hôpital ou au personnel de l'hôpital, là. Non, je comprends, nommé, mais... là, il n'aurait pas fallu que je le nomme, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, il est plutôt de société. Tu sais, on va prendre pour acquis que la personne est dangereuse pour les citoyens, alors que là, j'avais besoin de soins. Tu sais, c'est la première chose dont j'ai besoin, c'est des soins. C'est pas, mais qu'est-ce que tu as fait après que tu aies reviré de bord? Ben, il a dit qu'il allait appeler la police. Appelle-la, la police. Là, j'ai besoin de soins, je m'en vais pas nulle part. Là, puis finalement, j'ai été vue par un urgentologue. Là. OK. Puis tes jambes sont correctes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, ça a dégelé. Là. J'ai pas eu d'amputation, là, mais effectivement, j'aurais pu perdre des orteils ou des pieds, là, mais ça n'a pas été le cas. Mais j'ai eu de la difficulté à marcher pour quelques jours parce qu'un coup dégelé, il fallait que je sorte de l'hôpital. Là. C'est comme les soins étaient donnés. Ouais. Fait que ça a été difficile de marcher là, pendant quelques jours. Là. Puis pendant que tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas gelé? Tu n'avais pas ta drogue? Non. Comment tu vivais ça? Bien, là, dans ce temps-là, je consommais juste de la cocaïne. Fait qu'il n'y a pas d'effet physique de manque. C'est plutôt, comment je dirais, on le sent comme étant physique, mais c'est plutôt psychologique. C'est notre état d'âme qui... Oui, c'est ça, oui, je comprends. Ouais. Fait que oui, c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, parce que ça fait 20 ans, là, je suis sortie de là. Les citoyens sont comment, en général, avec les itinérants? Ils ont peur. C'est ça qu'ils ont, les citoyens. Ils sont évitants. La majorité sont évitants. Si on insiste pour... mettons que j'aurais besoin d'aide ou d'assistance, puis que je serais insistante auprès d'un citoyen pour appeler, par exemple, la police.
bien, la personne pourrait même pas écouter ce que je dis puis dire arrête, je vais appeler la police. Tu sais, comme, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité, je pense. Là, maintenant, ce qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui vont aller offrir généreusement de la nourriture, mais ils vont se filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que je dirais il y a comme 2 types de citoyens. Oui, ou 3 types. Oui, c'est quoi cette affaire-là? On fait pas ça, s'il vous plaît, là. Annie Archambault, l'autre bord de la ligne, là, ou sur le bord de la ligne, là, elle le dit, elle le répète, là. Ils font ça pour se montrer, là, quand ils font ça. Je veux dire, c'est pas un geste de cœur, là. T'as pas besoin de t'enregistrer pendant que tu offres une bouteille d'eau, un lunch ou un peu d'argent. C'est ordinaire. C'est très vraiment, ordinaire. C'est pas un cirque. C'est des êtres humains en Oui, c'est bien dit, c'est pas un cirque, c'est ça. La dignité, moi, je reviens tout le temps avec ça, tu sais, la question de la dignité, c'est est-ce qu'on peut juste leur dire bonjour? Est-ce qu'on peut juste les regarder comme on regarde un autre être humain, là, tu sais? Juste ça, là, oui. Je crois, j'ai pas été itinérante, mais je pense juste les regarder dans les yeux, faire un sourire franc. Je pense juste ce geste-là, ça peut faire toute la différence, je crois. J'en parle, j'ai des frissons, je crois que c'est ça c'est la base. Ben oui. Parce que ça reste des êtres humains. Ouais. C'est des êtres humains avec toute une histoire. Ils ont des sentiments, ils vont les ressentir. Oui. Moi, à un moment donné, j'étais tellement là depuis longtemps que j'avais l'impression que j'étais morte, que j'étais devenue un fantôme parce que les gens me regardaient plus, tu sais. Ils faisaient comme si j'étais pas là. Puis, ben, à force de passer plusieurs journées où personne croise mon regard, vraiment, clairement, j'étais en psychose, là, mais quand même, je pensais que j'étais morte vu que plus personne me voyait, tu sais. Personne. Pendant 2-3 jours, là, à un moment donné, tu sais, les gens marchent plus vite, ou ils traversent la rue avant de te croiser, ou... Je comprends qu'on est dans un état lamentable, là. Moi, je devais sentir... Faisais-tu peur? Oui. Tu sais, quand je dis que tu faisais peur, c'est parce que... J'avais des tics, je marchais bizarre, tu sais, mon corps était tout décoordonné. Toi, tu regardais-tu les gens? Ben quand j'avais besoin de quelque chose, tu sais, je pense à une fois où, je le raconte aussi là, dans mon livre, j'ai les pieds en ampoule. J'ai complètement les pieds en ampoule, je peux plus marcher, puis c'est pas la même fois, là, c'est pas là, mes pieds sont pas gelés, sont juste tout en ampoule. Puis je veux 25 cents pour appeler mon père, tu sais. Tu avais gardé contact avec ton père? Oui. Mon père il a été là tout le temps que j'étais là. Ça a été vraiment quelqu'un de marquant dans mon parcours, qui m'a soutenue du début à la fin, là. C'est vraiment... Chance qu'il était là. Oui. Ça a peut-être fait une différence. Ça l'a fait quand tu étais prête à t'en sortir. Oui. Je savais qu'il m'aimait. Je savais qu'il était là. Oui, le 25 cents. Le 25 cents, mais là, tu sais, j'ai besoin de 25 cents pour appeler mon père parce que je suis à 4 pattes à terre, tu sais, parce que je suis plus capable de marcher. Mais là, les gens font des détours. Non, j'ai pas d'argent. C'est quelqu'un en détresse, là, tu sais, comme... Au pire, appelle la police. Ça me surprend que personne t'ait donné le 25 cents. Ben, j'ai fini par en avoir un, 25 cents. Mais il y a combien de personnes qui ont passé avant de... Tu sais, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a comme 3 catégories de personnes... 3 catégories de réactions par rapport aux personnes en situation d'itinérance. Il y a ceux qui se filment maintenant pour avoir de l'air gentil. Il y a ceux qui sont juste indifférents puis dire, ben je les laisse vivre leur vie, moi je vis la mienne. Puis, ça doit être ça qui est le plus, hein? Oui, je pense que oui, tu sais. Puis je pense que c'est normal aussi d'avoir peur à sa sécurité si c'est une réalité qu'on connaît pas très bien. Mais ça, je te le disais, hors les caméras, tu sais, de nature, genre un itinérant, je le croise, je vais le regarder, je vais lui faire un sourire. Un itinérant qui a l'air en psychose ou qui a des tics parce qu'il est trop gelé, bien, je vais avoir peur. Puis je vais rester indifférente. Puis c'est correct de s'écouter dans ça. Tu sais, l'idée, je pense, c'est de peut-être faire juste un pas une fois, juste pour voir. Pour combattre cette peur-là. Oui, c'est ça. Pourquoi qu'on a peur? Parce qu'on connaît pas ça. Parce qu'on c'est l'inconnu. Tu sais, on s'est tout le temps fait dire les drogués, tu sais, c'est des drogués qui tuent ou c'est des drogués qui volent des banques. Tu sais, fait qu'on s'imagine que tous les drogués sont très violents, là, mais c'est pas vrai, là. Il y a plein de monsieur, madame, tout le monde qui sont très violents, puis c'est pas des drogués. Exact. Puis il y a plein de drogués qui ne sont pas violents, là. Les deux sont vrais, là. Oui. Est-ce que c'est la plupart des itinérants qui consomment? Non.
Ben, est-ce que c'est la plupart? Il y en a beaucoup, mais c'est pas tous. OK. C'est pas tous. OK. C'est pas un équivalent. Puis surtout dans le contexte actuel, là, où on voit qu'il y a de plus en plus d'itinérance, parce qu'il n'y a plus d'accès au logement. Là, maintenant, il y a des familles qui À vont... Granby, là, Ouais. avant, là, je te dirais, là, avant la pandémie, en fait, Mhm. là, tu pouvais voir un itinérant de temps en temps. À ce temps, on s'habitue à aller voir dans les parcs. C'est comme on est habitué. C'est ça. Il y en a plein. Je pense il y a une intervenante à qui je parlais à Granby, c'est 400% de plus Oui, dans la ville de Granby. J'imagine dans les autres villes, c'est comme ça. Là. Je parle d'ici parce que je suis d'ici. Mais c'est parce que les logements sont trop chers. ben c'est en plein ça. Puis Puis il y a c'est beaucoup pas plus de toutes maladies des drogués. mentales aussi, qu'elle disait. Ben, je pense que les contextes financiers difficiles, ça crée une grande anxiété parce que tu n'arrives pas à combler tes besoins de base. Là. Fait que si tu C'est dors pas, en plus, parce que tu n'as pas accès à un logement pour dormir convenablement, ben ça vient amplifier le risque sur le système nerveux. Il y a Ouais. comme tout un engrenage, là, puis je ne suis pas psychiatre pour l'expliquer comme il faut, là, mais le fait que les gens n'ont pas accès à un logement ou qui ont accès à un logement, mais qui ne peuvent plus se nourrir après parce que C'est ça. tout l'argent est allé au logement. On parle des 3 besoins de base ici. Là. Il n'y a pas un être humain, c'est des besoins de base pour juste exister, même pas être bien, là, juste comme ton corps a besoin de Survivre. nourriture et d'eau, puis il a besoin de vêtements, puis il a besoin d'un lit pour dormir. S'il y a un de ces besoins-là qui n'est pas comblé, on est tout de suite dans une situation de stress, puis plus le stress est prolongé, plus ça atteint la santé mentale. Là, la santé mentale se dégrade. Et puis, Tu vas te chercher une béquille, une bière, de la drogue. Pour réduire le stress. Ouais. Puis c'est un engrenage qui est trop souvent rencontré maintenant puis qui est en augmentation. Fait que c'est difficile. C'est important, je pense, qu'on se positionne puis qu'il y a plusieurs actions qui sont prises dans plusieurs villes au Québec autour du 1er juillet. Là, c'est sûr que quand on va être diffusé, on va être passé ces dates-là, Ouais. mais c'est possible de poser des gestes concrets pour aider les ressources. Même si on donnerait 20$ par année à une ressource d'hébergement, on vient aider à contrer l'itinérance comme citoyen envers d'autres concitoyens. Ouais, c'est ça. Si tout le monde donnerait 20$, ça fait toute la différence, le petit 20$ que Oui, la personne donne. C'est ça. Exact. Une fois dans l'année, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a des gens, d'abord, qui sont comme sains d'esprit, qui ne peuvent pas payer leur logement, ils se retrouvent dans la rue. Tu vois-tu des enfants, des familles, des fois, dans la rue? T'as-tu vu ça quand tu étais là? Non. 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 Vraiment le contexte des années 90. C'est ça, c'est pas les mêmes c'est années. différent. Moi, je porte J'avais le comme, même discours, c'est-à-dire que je peux témoigner de mon expérience personnelle, puis je suis très sensible aux causes de l'itinérance puis de la dépendance, puis c'est pour ça que je continue à en parler aujourd'hui, parce que c'est pas normal que ça existe encore. Tu sais, on est 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. C'est pire. Puis c'est pire, c'est allé en augmentation, Oui. tu sais. Donc, il y a vraiment une position qu'on doit prendre comme citoyen auprès de nos députés, auprès des organismes de notre quartier, de notre ville, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, chacun, un petit geste, là, les dames qui tricotent, là, ben, on peut tricoter des pantoufles ou des bas de laine, on peut tricoter des mitaines, vous faites le ménage de votre cabanon là, à la fin de l'été, là, les sleeping bags qui n'ont pas été utilisés depuis 2-3 ans, là, vous pouvez les donner aux ressources pour les distribuer aux itinérants par la suite. Là. Puis ça, il y en a partout des actions en ce sens-là. Là. Non, c'est ça. Il y a combien de... Pas nécessairement qui ont pris de la drogue ou de l'alcool, mais des itinérants qui vont s'en sortir? Je le sais pas. OK. Je sais pas, parce que plus ça fait de temps que la personne vit dans la rue, plus c'est difficile de l'intégrer par la suite. Il y a différents impacts sur la vie d'une personne, sur sa santé mentale aussi. Puis je connais pas les statistiques à ce sujet-là. Puis toi, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, te dire? Une surdose. J'ai fait une surdose accidentelle. T'es arrivé une fois que tu as fait une surdose? J'en ai fait plusieurs. Okay. Mais il y en a une où ça a vraiment pris une réanimation parce que j'étais en arrêt cardiovasculaire. Ils m'ont transporté à l'hôpital pour me réanimer. Puis ça, de savoir que mon cœur, mes poumons ont arrêté de fonctionner pendant je ne sais pas combien de temps, là, mais c'est vraiment à l'hôpital qu'ils m'ont réanimé. Tu avais quel âge?
19 ans. OK. 19 ou 20 ans. Là. Fait que c'était 4 ans, J'ai passé 7 ans dans la rue. 7 ans. 7 ans in and out. Là, j'essaye une thérapie, ça marche pas, je m'en vais. J'ai eu des périodes où j'essayais de rester abstinente, mais c'était vraiment difficile. Puis en 94, j'ai appris que j'étais séropositive aussi. Fait que j'avais 19 ans. Puis en 94, on avait juste 5 ans d'espérance de vie. Là. Fait que d'apprendre à 19 ans que je vais mourir avant d'en avoir 25, puis que je me battais contre mes obsessions, parce que même quand je consomme pas, tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller consommer. Là, je trouvais ça difficile. Là. Puis, fait que, tu sais, il y a eu des périodes... Tu devais être terriblement malheureuse. Hein? J'ai déconnecté. J'ai T'as déconnecté. pas le choix. Puis je voyais pas de but à la vie. Puis je voyais pas pourquoi je ferais autant d'efforts pour essayer de m'en sortir si j'étais pour mourir de toute façon. Puis c'est ça. Après ça, un moment donné, j'ai fait une surdose. Puis là, j'ai dit, OK, là, il faut que j'essaye d'arrêter. Mais même si j'étais convaincue qu'il fallait que j'arrête, ça n'a pas marché du premier coup. T'sais. Je suis allée plusieurs fois en thérapie. Puis je ressortais, je consommais. Puis... J'ai une question. Depuis tantôt, ça me pop, puis on est passé à d'autres choses. Les clients, c'est des clients qui ont été méchants avec toi, qui ont... Oui, j'ai été victime de tentatives de meurtre. C'est déjà arrivé. C'est un métier vraiment c'est ça. C'est un métier vraiment dangereux. On ne sait pas sur qui on tombe. Une voiture qui ralentit sur un coin de rue, là, il n'y a pas son pedigree d'afficher sa portière. Là. Fait que il est arrivé quelques événements là, où j'ai eu vraiment peur pour ma vie. Puis y a-tu plus de gens qu'on pense qui vont vouloir des services sexuels? Ben oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Toutes sortes de classes sociales, j'imagine. Toutes sortes de classes sociales. Plusieurs portent une alliance. Il y a différents besoins, je dirais. Il y a des gens vraiment qui souffrent de solitude, puis que la vie les a pas gâtés pour rencontrer quelqu'un pour partager la vie. Donc, ils ont besoin de briser la solitude, puis ils ramassent leur petit paquet d'argent pour acheter les services sexuels. Mais il y a aussi des gens qui veulent juste décompresser après leur semaine de travail. Puis, oui, mais en même temps, je me dis, quand tu vois la fille qui est gelée, puis tu ne devais pas être bien, moi, je pourrais dire ça. Tu sais, à cette heure, avec Facebook, c'est tellement facile de rencontrer quelqu'un. Je sais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi certaines personnes utilisent les services de prostituées. Je sais juste que j'ai pas vraiment de jugement parce que la plupart étaient gentils. Là, non, je juge pas, j'essaie juste de comprendre. Oui, mais peut-être pas juger, là, mais d'évaluer pourquoi ils utilisent les services versus toutes les autres possibilités de rencontrer quelqu'un. C'est ça, tu le verbalises bien. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est le plus vieux métier du monde. Là. Il y a toujours eu dans l'histoire des filles de joie, puis il y a toujours eu des gens pour acheter les services. S'il n'y avait pas de gens qui recherchaient le service, il n'y aurait pas de femmes qui les offrent. C'est sûr. Ou d'hommes aussi. Il y en a, selon le quartier où on est, il y a de la prostitution masculine aussi, là, mais... OK. Donc là, ça, tu fais une surdose, tu es à l'hôpital... Oui, puis là, j'essaie, puis éventuellement, je fais une thérapie que je vais terminer. C'est la seule que j'ai terminée. Elle a duré 9 mois. J'ai découvert que c'est important de connaître nos émotions. C'était quelque chose que je ne savais pas. Fait que j'ai à peu près... Tu pars de loin, là? Vraiment. Tu sais, tantôt, je parlais de mon enfance, là, quand on parlait de stress. Tu sais, le stress financier, comment ça occupe énormément d'espace pour mes parents qui n'étaient pas en mesure d'être disponibles pour leurs enfants parce qu'il y avait tout un contexte de vie sociale, financier difficile. Fait que moi, ma mère, elle ne s'assoyait pas avec moi pour me dire « Ah, tu as de la colère, viens, je vais te montrer, tu peux frapper dans le divan avec ton poing, tu sais, ou tu peux crier dans un... » C'était pas ça, c'était les années 80, c'était pas comme ça. Non. Aujourd'hui, oui, là, peut-être même trop des fois, là. Mais les années 80, non, on voyait pas ça. J'ai pas été élevée comme ça, moi. J'ai été élevée je pense que... beaucoup des enfants des années 80, ils n'ont pas eu ça de leurs parents. Mais c'était pas en mode.
Ben, c'était pas à mode, puis c'était comme gère-toi là. Ouais. Comme, tu sais, c'est moi le parent, c'est toi l'enfant. C'est Fais ça. ce que je te demande, puis ça C'est finit ça. là, tu sais. On Puis. était hypothéqués. Génération X. Exact. Mais je suis rentrée en thérapie, puis là, ben, on parle de 93, là, fait qu'on n'a pas encore de cellulaire avec les émoticônes. C'est une feuille, puis il y a 100 petits bonhommes sourires avec différentes émotions écrites en dessous, tu sais, avec des faces qui fit avec l'émotion. OK. Puis le matin, ils nous font écouter une chanson qui génère des émotions en lien avec la dépendance ou la solitude. Puis là, on ressent des émotions, puis après, on se passe à la feuille pour dire « OK, moi, je me sens désemparée ce matin. » Ah, en identifiant l'émoticône, puis dire, il me semble que je me sens de même, tu sais, ou je me sens confuse, ou je me sens... Des choses qu'aujourd'hui, les enfants de 5 ans vont faire. Ils sont capables de faire facilement, ouais. tu sais. Et puis, j'ai aussi appris à déposer mon bagage en écrivant tous les soirs un journal de bord, tu sais, puis d'aller écrire. Qu'est-ce que je pense des événements qui ont lieu dans la journée? Qu'est-ce qui génère de la colère? Pour être capable d'avoir une réflexion, développer une intelligence émotionnelle pour dire, c'est qui Isabelle? Moi, je réagis à quoi? Tu sais, puis qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Ça fait partie de l'éducation des enfants maintenant, mais ça faisait pas partie de la mienne. Fait que moi, j'ai littéralement appris à vivre. Moi, je suis rentrée en thérapie. Je suis sortie de la rue, on m'a rentrée en thérapie. J'ai appris à me coucher le soir, me lever le matin, brosser mes dents, faire du lavage. J'ai appris à faire du ménage. Je veux dire, j'avais 16 ans quand je suis partie dans la rue. Toutes des là. affaires simples, toi, il fallait t'apprendre ça. Fallait que j'apprenne ça, tu sais. Dormir dans un lit. Dormir dans un lit, puis T'aimais que ça se lave des vu que t'étais pas couverts. habituée depuis 7 ans? Ou? Ben oui, non, j'aimais Oui, vraiment t'aimais ça. C'était très confortable. J'ai vu une série, là, Anna et Arnaud. Oui, OK. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Avec Guylaine Tanguay. Non. Tremblay. Oui, Puis Guylaine Arnaud, il est dans la rue. Oh, c'est ça. L'autre à Udall. Arnaud, il est dans la rue une couple d'années. Puis il revient chez sa mère. Puis il dort là, puis elle ouvre la porte, puis il couche à terre à côté du lit. Parce que lui, il dormait toujours à terre. Oh, mais je sais de qui est inspirée cette série-là. C'est oui, le Madame gars, Francine Ruel et son fils. Ouais. C'est ça. C'est une belle... C'est pour ça que je me demandais si un lit, t'aimais ça. Oui, moi, j'ai trouvé ça très confortable d'avoir un lit, mais tu sais, de savoir, bien, quand est-ce que je lave mes vêtements? Je porte-tu mes vêtements toute la semaine, puis après, je dois les laver? Tu te posais Comme, cette question-là. Tu sais, je ne connaissais rien de la vie. Il n'y a personne qui m'a dit « OK, c'est samedi, on lave les draps. » Mais tu l'avais vécu avant tes 16 ans? Mais vu que 7 ans, c'est beaucoup. Non, OK. Moi, enfant, ma mère, elle s'occupait de tout, là. OK. Puis en centre jeunesse, il n'y a pas grand-chose qu'on s'occupe à part de faire le ménage de l'unité. Fait que... Ah, mais t'apprenais vraiment des bases. C'est fou. Des bases. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, là, je me débat avec des choses comme la satiété, là. Maintenant, j'ai de l'embonpoint, là, mais parce que je mange plus que ce que j'ai besoin de manger, puis j'aime ça, puis je me juge pas non plus, là. Je suis très gourmande et j'aime beaucoup manger de la nourriture. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est un sentiment de satiété, parce que enfant, j'avais faim, puis dans la rue, je mangeais pas. Fait que... Tu devais être maigre dans la rue? Oui, très, très. Ça fait qu'aujourd'hui... Que si je mange ce que j'ai envie, je suis contente, j'ai de l'argent, je peux mettre ce que je veux dans mon panier d'épicerie, je fais partie de ces chanceux-là. Fait que je mange ce que j'ai envie de manger, puis la quantité que j'ai envie de manger. Puis si c'est un privilège aujourd'hui, hein? Tellement de familles. Oui. Ma soeur, là, avec ses enfants, là, a 2 enfants, 400$ par semaine d'épicerie. Ça n'a plus de sens. Ça se prive pas, là, mais en même temps, elle ne fait pas d'excès. 400$. Oui. Parce que les fruits, les légumes frais, là, c'est plus... Moi, quand je vais à l'épicerie, là, j'achète juste une sorte de fruit, puis c'est celui qui est en spécial cette semaine. Je peux pas acheter les autres, sinon ça... Ça n'a pas d'allure. 40$ de fruits dans une semaine, là, ça... Non. Tu sais, des fois, tu as juste besoin de quelques petites affaires dans ta semaine, tu vas à l'épicerie, 60-70$. Mais voyons, que c'est ça! J'ai acheté 3-4 affaires. C'est vrai, hein? Pas d'allure. Oui. Fait qu'après ma thérapie, tu sais, dans le fond... Bien, en thérapie... T'aimais-tu ça, apprendre les besoins de base? T'étais-tu bien? Oui. Dans cette thérapie-là, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était la bonne foi, que j'étais vraiment en train de me donner une chance. Puis il y a eu des moments où je voulais partir. Puis il y a des intervenants qui m'ont confrontée. Puis dire « Ah ouais, tu veux partir? T'es-tu certaine, là, après tout ce que tu as vécu,
Toi, tu penses que tu peux aller vivre autre chose, là, puis... Ils en ont vu d'autres, eux autres? Ils en ont vu d'autres, eux autres, puis ils ont su comment me prendre, tu sais, OK. pour que je reste jusqu'à la fin, puis... Ils t'ont bien cerné, Isabelle. oui, C'était qui? oui, vraiment. J'ai reçu l'aide que j'avais besoin, j'ai approfondi des aspects. C'est pas facile d'apprendre à vivre avec les souvenirs après. Je pense que c'est la partie la plus difficile, jusqu'à ce qu'on se construise des souvenirs heureux, puis qu'il y ait plus de souvenirs heureux que de malheureux. Là, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis plus dans la rue, là, fait que, tu sais, il s'en est passé des choses. Mais les premières années, les 5-6 premières années, c'est encore frais. Tu sais, c'est encore mon premier réflexe. Si je vis des choses difficiles, c'était j'irais donc me geler, là, tu sais, puis me combattre les obsessions d'aller consommer, puis de dire non, je vais juste toffer aujourd'hui, demain on verra. Un jour à la fois. Un jour à la fois. J'aime bien cette phrase-là. Puis ça marche pour tout, hein? C'est Ouais. pas juste avec la consommation, là. Des fois, on traverse des périodes de vie difficiles, puis se dire, OK, aujourd'hui, là, mon meilleur, c'est juste d'être couché sur le divan, mais ça va être ça. Mais j'irai pas foutre plus de bordel dans ma vie qu'il y en a déjà, juste pour aujourd'hui, tu sais. Moi, avant, je me souviens, quand j'avais une émotion négative, là, tu sais, j'avais tendance à en parler, puis tu as fait ça toute la journée, tu sais. À cette heure, j'ai une émotion négative. OK, j'ai vie. OK, Mélane, dans 1 heure, tu vas être correct. Tu sais, je ne focus pas mon attention là-dessus. Puis souvent, après 1 heure, je suis correcte. Mais avant, j'alimentais ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais... Bien, ça a bien du sens parce que, bon, je parlais d'être en roulant en petite boule sur le divan, là. Oui, OK. Il y a un conférencier que j'ai écouté un jour, je me souviens plus de son nom, puis tu sais, il dit, ça, on appelle ça du ressentiment, tu sais, de revivre en boucle quelque chose qu'on a vécu. Il dit, c'est comme au football, il dit, quand le corps arrière attrape le ballon en sautant, puis là, il y a quelqu'un qui rentre d'un côte, « Ouh, ça fait mal, on va le regarder encore une fois. Ouh, que ça fait mal, maintenant on ralentit. Ouh, ça fait... » Mais c'est ridicule de le nommer comme ça, mais c'est exactement ça quand on se met à ruminer une émotion. Oui, oui. Puis une émotion, c'est censé durer 1 minute, je pense. Ben, je sais pas, mais en tout cas, ça fait mal. Pourquoi rester dedans, tu sais? Mais on fait tout ça, là. Il y a tous des sujets, à un moment donné, qui nous touchent un peu plus, puis c'est plus difficile de rebondir, là. Ouais. Puis, quand tu t'es retrouvée toute seule, à jeun, la première fois, tu sais, Isabelle, tu n'avais pas d'estime de toi, fait que tu réapprennes ça. Comment tu vis? Comment que... T'es comment? Oh mon Dieu, je me sens comme un extraterrestre, moi, dans la société normale. J'ai la chance que mon père ait une entreprise. Il m'offre un emploi dans son entreprise. Il fait quoi ton père? Ben, à l'époque, il y avait une compagnie. C'est comme l'ancêtre de 411.ca, là, dans le fond. Lui, il y avait de l'information, puis il vendait de l'information sur comme les numéros de téléphone, les numéros de fax. OK. Une grosse entreprise, mais tu sais, comme l'Internet est arrivé un petit peu en même temps que ça a changé la donne. C'était moins payant parce qu'on pouvait tout le trouver sur Internet maintenant. Oui, mais en tout cas, il y avait cette entreprise-là, puis il a pu m'offrir un emploi, mais tu sais, moi, je sais même pas comment m'habiller, là. Je veux dire, je sais que je m'habillerai pas comme je m'habillais dans la rue, puis, ben, je peux pas mettre mon linge de thérapie parce que c'est des jogging, là, mais c'est quelle sorte du linge j'achète au magasin. Fait que là, je vais dans les magasins de madame, puis j'achète des choses qui me vont pas du tout, là, tu sais, puis... mais que je trouve belle. Tu ne connaissais pas du tout, là? Zéro open bar. Ça me fascine. Ça fait que... Là, aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent ça étrange comment je suis habillée aujourd'hui parce que j'ai des tatous, mais j'aime bien ça. J'aime bien les petites affaires c'est beau, le contraste féminin, masculin. À cette heure, c'est beau, les mélanges de styles, là. Oui, je suis très à l'aise. Puis je me pose plus la question qu'est-ce que je suis supposée de mettre aujourd'hui pour aller à quelque part. Tu sais, je file bleu, ben je mets du bleu. Puis en vieillissant, c'est ça qui est le fun. Hein? Ouais. On se fout un peu plus du monde pour s'habiller comme qu'on veut. Je pense que oui. Ouais. Ça fait que je suis dans cette dynamique-là d'aller au bureau, puis fait que t'es la fille à un tel. Oui, je suis la fille d'un tel. OK, bon. Puis là, les gens... fait que je suis la fille du boss. Fait que là, il y a des gens qui veulent être moins fins avec moi parce qu'ils n'aiment pas le boss. Il y a des gens qui veulent être super fins avec moi parce qu'ils veulent que le boss soit fin avec eux autres. Tu sais, comme toutes ces choses-là que je ne connais pas sur la société, là, moi, j'ai appris ça difficilement. Mais toi, t'étais-tu à l'aise avec les gens? Non.
Je me sentais vraiment comme un extraterrestre. T'étais-tu gênée, à la limite? Ou... Ben, j'étais pas gênée, mais j'étais angoissée. OK. Je sais pas si les deux sont possibles, là, mais tu sais, comme moi, j'ai toujours été une personne extravertie, OK. mais très angoissée. OK. Ça fait que, pour moi, c'est possible d'être dans les deux. Tu sais. Ouais. Puis je pense que c'était un peu comme ça que je me sentais, de me dire, ben là, il faut que j'aille faire mon travail. Puis si j'aime pas ma supérieure hiérarchique, il faut que je fasse mon travail pareil. Je suis obligée d'y parler, puis je suis obligée d'être polie. Puis tout apprendre, des choses qu'on apprend quand on va à l'école secondaire. On continue de vous voyer nos enseignants, même quand ils sont pas fins ou quand nous, on n'est pas fins. Puis... Mais moi, j'avais pas appris ça. Non, c'est vrai, ça, tu avais 14 ans. Puis on peut pas tout réaliser les objectifs en même temps. Ils sont tous urgents. Fait qu'il faut apprendre, nous, à être patients avec nous, mais la société, elle, s'attend qu'on soit fonctionnel. Tu sais, quand tu es au travail, les gens s'attendent à ce que tu sois fonctionnel au travail. Ça, c'est quelque chose que je mentionne souvent quand ils disent, bien, ils ont juste à se trouver une job. Ils seraient capables de payer leur loyer. Ouais, Ben, l'engagerais-tu, toi? Les gens que tu croises sur la rue, là, qui ont des tics ou qui ont de... Est-ce que tu l'engagerais? Ben non, on l'engage oui, pas. mais non. Il y a des choses qui ont besoin d'être apprises. C'est ça. On n'est pas employable quand on sort de la rue ou qu'on est dans la rue. Il y a vraiment tout un aspect de construction de soi, de construction identitaire, de savoir-être qui a besoin d'être développé avant même qu'on soit capable d'avoir un emploi. Mais tu as un savoir-être, tu as un beau savoir-être, mais ça, c'est-tu naturel chez toi ou tu l'as développé ou tu l'avais déjà? OK. Moi, là, le sentiment d'être une victime m'a habité longtemps, puis ma réaction au fait d'être une victime, c'était la violence. Fait que moi, j'étais une personne hyper agressive. Ah oui? J'ai fait des thérapies pour apprendre à gérer l'agressivité puis la violence. Non, je ne veux pas vraiment me battre, mais faire semblant que j'étais prête à me battre. J'imagine pas. Non, ben c'est ce que tout le monde qui me connaît aujourd'hui dit. Puis ceux qui m'ont vu sortir de la rue me disent « Mon Dieu, Isabelle, t'es plus la même personne. » Puis moi, je pense que ça, c'est grâce au rétablissement, justement, au travail de reconstruction de soi. Puis je crois vraiment au programme des 12 étapes des fraternités anonymes qui peuvent sembler être du chinois pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour les gens qui cherchent une solution à leur problème de consommation ou qui pensent avoir un problème de consommation, je trouve que c'est une belle place pour commencer à chercher de l'aide, tu sais, puis d'aller explorer, puis... Mais les 12 étapes, tout le monde peut faire ça pour s'aider dans sa vie. Ah, mon Dieu, pas besoin d'avoir une dépendance. Ah, non. Non, vraiment... J'écoutais un podcast, puis c'est ça, il parle souvent des 12 étapes, puis je trouve ça... mais moi, j'ai le goût de le mettre en pratique dans ma vie. Mais tu sais, la première étape, c'est le lâcher-prise. C'est ça que ça nous enseigne. Il y a un jour à la fois, moi, qui m'a... Aussi. Que je retiens beaucoup. Qui ne fait pas partie des étapes, mais qui fait partie du langage qu'on... Tu sais, les étapes, en fait, c'est des étapes de reconstruction de soi, en accord avec nos valeurs personnelles. Puis ça, c'est des choses, tu sais, dans ma vie, tout ce que je viens de te raconter, là, c'est toutes des actions que j'ai prises contre mes valeurs, tu sais. Ça fait pas partie de mes valeurs, moi, de faire des fellations pour de l'argent. C'est clair. J'ai trépassé mes valeurs personnelles, mon estime personnelle, mon intégrité personnelle pour faire 20$ pour aller me geler, tu sais. Fait que de me reconstruire après, bien, je peux pas faire semblant que c'est pas arrivé. Puis ça, vraiment, là, moi, ça faisait longtemps que j'étais sortie de la rue. Ça faisait une dizaine d'années, 12 d'années que j'étais sortie de la rue. Puis je me suis inscrite à une maîtrise à l'université. Puis j'ai découvert que j'avais pas réglé mon passé, alors que j'étais convaincue que mon passé était réglé. On a juste fait une méditation. OK. Puis je pouvais pas rester avec moi-même, les yeux fermés. J'étais dans une panique totale. Je pouvais même plus respirer. Je comprenais pas ce qui se passait parce que ça faisait 12 ans que j'étais sortie de la rue puis que... Toi, tu pensais que j'avais une job, j'avais eu des enfants, j'élevais mes enfants, je travaillais, j'étais propriétaire d'une maison, je m'étais reconstruite. Moi, j'ai reconstruit tout le dehors, mais le dedans était resté le même. Tu sais? Fait que là, j'ai découvert... Ça paraissait bien. Qu'est-ce que la société veut qu'on soit? Oui, tu l'avais. Je l'ai fait. Okay. Je comprends. J'étais pas capable d'être avec moi-même, tu sais. Fait que c'est là où j'ai vraiment plongé au cœur de... Ben OK, je suis qui, moi?
Puis de juste découvrir que j'avais En quoi tellement t'étudiais? peur en études des pratiques psychosociales. Fait que dans le fond, moi, je m'en allais apprendre à gérer des luttes de pouvoir dans les équipes d'intervention. On se chicane tout le temps un peu, là, on tire sa couverte pour savoir qui de l'éducatrice ou du travailleur social ou de la psychiatre qui a raison sur le plan d'intervention qu'on va faire pour les gens. Puis ça, je trouvais ça absurde complètement. Fait que je voulais apprendre à dénouer ça, ces luttes-là, pour qu'on soit plus capable d'aider les personnes qui sont visées par le plan d'intervention, puis d'être beaucoup plus à l'écoute les uns des autres. C'est ça le programme? Ah. Non, en fait, le programme, c'est d'étudier notre travail puis d'en tirer de la connaissance qui s'enseigne par la suite. OK. Puis moi, mon travail, c'était l'intervention. Quand je suis sortie de la rue, je suis allée à l'université, je suis devenue intervenante, je voulais aider les gens qui avaient des vécus similaires aux miens, mais je voulais aussi beaucoup de reconnaissance sociale, fait que j'ai fait un certificat, j'ai fait un bac. Puis tu étais bonne à l'école, fait que J'étais c'était bonne facile à pour toi. l'école, fait que là, j'ai dit, tiens, je vais faire une maîtrise, puis mon secondaire 5 après. Ah oui! En même temps. OK. En même temps que j'ai fini mon bac, dans le fond. Et puis, fait que moi, je m'en allais étudier ça parce que c'était ça dans mon travail qui était comme pas super fonctionnel, puis que je voulais apprendre à accompagner puis à dénouer pour aider les milieux de travail qui ont des dynamiques de chicane dans les équipes de travail. OK. Mais quand je suis arrivée, puis que j'ai fait ma méditation, puis que j'ai découvert que je pouvais pas être avec moi-même, j'ai commencé à écrire sur moi-même, tu sais. Puis là, les profs, eux autres, ils m'avaient saisi bien avant. Ils m'avaient jamais rencontré. Ils avaient juste lu ma lettre d'intérêt sur les luttes de pouvoir dans les équipes, puis ils savaient déjà qu'ils allaient rencontrer quelqu'un qui a des problèmes, des dynamiques de relation avec les luttes de pouvoir, tu sais, parce qu'on est ce qu'on voit dans le monde, là. On voit pas autre chose, tu sais. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais plus agressive et violente, mais je me sentais tout le temps agressée par les conflits puis les luttes de pouvoir, tu sais. Fait que j'étais comme en transition, tranquillement, pas vite, vers être capable de juste être. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait des tensions, puis on va les adresser, tu sais. Fait que là, j'écris, puis je me rends compte que c'est moi qui est habitée par ces luttes de pouvoir-là. C'est moi qui se sens confrontée. C'est moi qui... Il y a plein de gens qui sont capables d'argumenter sans se sentir disparaître, là, tu sais. Fait que je travaille là-dessus, puis éventuellement, je me rends compte que c'est parce qu'il y a un écart entre moi puis moi. Il y a un écart entre Isabelle qui a connu la rue, puis Isabelle qui est devenue propriétaire, maman, bachelière, Tout un étudiante. Ces deux vies, là. Puis on sait que la personnalité, elle peut pas vivre divisée, tu sais. Tu as besoin de te ramasser à un moment donné puis d'être entière, tu sais. Sinon, ça exacerbe les troubles de santé mentale. Ça fait que c'est ça que je suis allée faire, moi, à la maîtrise en études des pratiques psychosociales. Je suis allée rechercher Isabelle, enfant, Isabelle ado, Isabelle dans la rue, Isabelle qui essayait de se sortir de la rue. Puis, je suis arrivée à un résultat universitaire, là. C'est pas aussi simple que je suis en train de l'expliquer, là. Mais bref, je suis arrivée avec un résultat. Et puis, j'ai présenté ma recherche dans un colloque de pratique en histoire de vie. Puis ma directrice m'a dit, « Isabelle, je pense qu'il est temps que tu publies ton histoire. Le monde a besoin de ton histoire pour comprendre ces enjeux de société-là. » Tu sais, puis là, on parle de 2017-2018. Là, fait qu'il y a 7-8 ans déjà, on était inquiets des problématiques d'itinérance, de dépendance qui existe depuis avant les années 90, mais moi, je l'ai vécu dans les années 90. Oui. Puis là, on est en 2026, puis c'est ce qu'on voit partout dans nos réseaux sociaux, puis à la télé. Là aussi, ça a augmenté. J'ai beaucoup de gens qui sont dépendants. Là. Mm-hmm. Tu sais, la dépendance, c'est pas juste la drogue ou l'alcool. Non. Mais les gens ont des béquilles sur toute à cette heure-là. Ben, les réseaux sociaux, c'est en train de devenir une pas pire dépendance, là. Ouais. C'est difficile de ne pas regarder notre téléphone pendant une journée. Là. Même moi, je suis à la maison, j'ai rien à faire. Là. Par réflexe, là, je vais dire, bon, je vais aller scroller. En même temps, je vais dire, là, t'es bien. Là. Si je prends mon téléphone, je vais scroller, je vais perdre 1 heure. 1 heure et demie. Il y a ça. Tabarnak, j'ai perdu 1 heure et demie. Vraiment. Ça se fait tout seul, comme.
trouves ton téléphone, puis... Puis qu'est-ce qu'on ferait Puis on d'autre le si on sait. ferait pas ça? C'est ça. Tu sais, je serais-tu en train de planter des fleurs? Je serais-tu en Une train d'aller marche. prendre une marche? Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mhm. Fait que comme ma directrice Là, m'a proposé, ben j'ai T'as écrit 2 livres que L'enfer j'ai lus. d'une fille de rue, qui est sorti en 2020, dans lequel je raconte vraiment plein de choses que je vous ai racontées ici aujourd'hui, mais plein d'autres découvertes Moi, pour aussi. dire aux auditeurs, j'ai lu ce livre-là il y a 2 ans. Il m'a marqué, ce livre-là. Je l'ai lu, là, en une journée, là. Ah oui, Je hein? l'ai dévoré. Merci. Mais c'est ça. Parce que là, Isabelle, elle parle de son parcours, mais c'est vraiment plus élaboré dans le livre. C'est un livre poignant. Merci. C'est un très beau livre. Puis l'autre, je ne l'ai pas lu. Le début du calvaire d'une jeune fille, ben dans celui-là, j'aborde un peu plus le contexte dans lequel j'ai grandi pour vraiment comprendre que les contextes financiers, la pauvreté financière, ça crée de la pauvreté relationnelle, ça crée des impacts chez les enfants qui grandissent dans ces contextes-là. Puis vraiment, l'idée, là, c'est pas de blâmer mes parents, là. C'est un phénomène social. C'est pas la faute à papa, la faute à maman que je suis devenue toxicomane, là. Je veux vraiment illustrer qu'il y a une expérience, il y a des enfants qui sont exposés à ces situations-là, à ces milieux-là, puis qu'il y en a certains qui développent des mécanismes de réaction. Je parle aussi de mon premier placement en centre jeunesse là-dedans, comment est-ce que j'ai vécu ça de l'intérieur, tu sais, puis comment que le centre jeunesse, c'est pas une expérience positive pour tout le monde, là. Tu sais, il faut être capable de faire la part des choses, puis je pense qu'on le voit beaucoup. Il y a 33% des jeunes qui quittent les centres jeunesse qui deviennent itinérants dans les 2 ans qui suivent la fin de leur placement. 33%? 33%. Ça fait qu'on ne peut pas faire une équation, ceci égale cela, mais quand même, là, il y a un phénomène qu'on a besoin d'adresser, on a besoin de se questionner. Je pense que mes livres viennent apporter un éclairage très, très personnel, mais en même temps qui nous permet de comprendre des situations sociales, puis d'avoir accès à l'expérience de l'humain en dehors des étiquettes de statistiques, là. Ah, j'aime tout de ça. Merci. Est-ce que toi, tu t'en es sorti haut la main? Mm. Combien de... 2% tantôt, tu m'as dit, mais là, on parlait de drogue. Oui. Mais combien de gens qui vont... Mais t'as-tu fait des rechutes? T'es-tu retournée dans la rue ou t'es jamais retournée? T'es déjà retournée? Mais je suis pas retournée dans la rue, mais j'ai fait des rechutes. Tu sais, quand je suis sortie de la rue, je suis allée en thérapie en 95. Tu sais, je suis restée abstinente pendant un bout de temps. J'ai tombé enceinte de ma fille en 99. J'étais abstinente, tout ça. En 2005, j'ai fait une rechute. C'est niaiseux, là. Tu sais, quand on dit « Mais pourquoi il y en a qui rechutent? » Ben, j'ai commencé avec de l'alcool, puis ça a fini avec de l'héroïne. C'est ça. Tu sais, moi, j'adhère vraiment à l'abstinence complète de toute substance qui altère le comportement. Il y a des gens qui vont changer de substance, qui étaient, par exemple, des héroïnomanes avant, puis que maintenant, ils fument leur joint de pot, sont très heureux avec ça, ou qui prennent un verre. Mais c'est correct. Tu sais, je pense que c'est vraiment chaque personne qui doit voir avec elle-même qu'est-ce qu'il veut pour sa vie, qu'est-ce qu'il veut comme chemin de rétablissement. Moi, j'ai essayé la réduction des méfaits. Ça n'a pas marché. Ça m'a ramené à l'héroïne. Ça m'a ramené à aller au Carré-Berry, me chercher de la dope. Puis ça m'a ramené à faire de la prostitution. Okay, ça fait que... Tu embarquais là-dedans, là? C'est ça que je connais. J'en veux plus, tout le temps plus. Puis il y a juste une place où je sais où en trouver, tu sais. Ça fait que quand je suis revenue, puis ça a pris 3 ans avant que je sois... Ben en fait, j'ai rechuté en 2005 sur l'alcool. C'est en 2011 que j'ai pris de l'héroïne. Fait qu'on voit que ça a quand même pris du temps, là. Mais j'ai quand même fini par consommer de l'héroïne, tu sais. Puis je buvais pas à outrance de 2005 à 2011, là. C'était une petite bouteille de temps en temps, mais... Pour moi, ça a fait qu'il y a eu des soirées que j'ai exagérées. Puis dans une soirée que j'ai exagérée, je me suis dit, il n'y a rien là, c'est un comprimé. J'ai pris le comprimé, ça a fait, non, moi, c'est pas ça que je veux, c'est l'héroïne. Puis t'es une excessive. Je suis une excessive dans tout. Puis quand j'ouvre la porte un peu, je donne un coup de pied dedans. Puis... Ça a des bons côtés sur certaines choses. Oui, c'est la même excessivité qui a fait que j'ai voulu m'en sortir puis que j'ai mis autant d'efforts à essayer de m'en sortir. Ah, vraiment, oui. Ça fait qu'aujourd'hui, là, je suis abstinente depuis 2015.
Ben parce que ça n'avait pas de sens. Puis Je veux plus puis t'as dit, ça, OK, je veux moi. plus retourner là, puis Ben, t'as arrêté. j'avais des enfants, T'étais capable. là. J'étais plus célibataire sans enfants, là. J'avais des enfants, puis je voyais que ça allait avoir un impact sur mes enfants. Ça, je veux pas trop rentrer là. Je pense que t'aimes mieux qu'on parle pas de ça, hein? Oui. Parfait. On ira pas là. Exactement. Mais tu sais, c'est dans un moment de lucidité de se dire, mais c'est pas ça que je veux pour ma vie, puis c'est pas ça que je veux pour la vie de mes enfants, là, shake up, là. Sauf qu'avec l'héroïne, ben c'est ça, il y a le sevrage qui est difficile, Ouais. puis il a fallu que je sois accompagnée médicalement. C'est ce qui a fait que ça a pris 3 ans. Mais après 3 ans, là, on était rendu en 2015, puis depuis 2015, j'ai plus jamais reconsommer une goutte d'alcool. T'as 11 ans. Ça va faire 11 ans en décembre. Bravo. Ouais. Merci. C'est combien de gens qui s'en sortent comme toi? Bien, c'est ça. On est dans le 2 2%, là, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rechute. Ça veut Mais dire qu'il n'y a pas de... t'es un espoir, là, pour le monde, là. Ben, je tout ce que l'espère. t'as vécu, t'es à l'université, tu travailles, t'as ta maison, t'es en Gaspé, c'est inspirant. Bien, je suis contente d'avoir la tribune pour le partager parce que c'est ça que je veux. Je veux toucher les gens qui connaissent pas la dépendance puis l'itinérance puis qui voient qu'on est des êtres humains. Mais je veux surtout rejoindre les gens qui ont déjà eu des problèmes de dépendance ou qui luttent actuellement avec leurs problèmes de dépendance pour dire... Moi, ça me tentait d'aller à l'université. C'est toi, ton Non, rêve, c'est c'est de ça, faire, toi, je comprends. sais pas, là, d'ouvrir un CPE, une Ouais. garderie en milieu familial. Fait Vas-y, caissier au là, dépanneur, on s'en fout, tu sais. le métier que tu veux, là, Exact. mais c'est possible, mais il faut mettre des actions ici et maintenant. Là. Ça prend de la Qu'est-ce ça qui est prend de dur, je pense, c'est la détermination. détermination. C'est ça, toi, tu as la détermination, mais je pense que c'est la constance. C'est ça qui doit être dur. Bien, c'est ça qu'on trouve aussi dans les fraternités, parce que dans les fraternités anonymes, on va créer des liens avec des gens. Là. On n'est pas amis avec tout le monde. Il faut faire attention, puis on les magasine comme on magasine un restaurant. Là. Ben, t'en as plus d'affinité que d'autres, c'est normal. Oui, c'est ça. Puis, il y en a toutes les sortes des réunions. Hein. Puis c'est pour ça que je me plais à dire, des fois, c'est comme des restaurants, parce que si t'es végétarien, là, va pas dans un steakhouse, là, ça marchera pas. Là, mais pour savoir où est-ce que tu es bien dans la réunion, bien, il faut que tu en essayes quelques-unes. T'arrêtes pas à une expérience en te disant « Ah, c'était de la merde, bien, fais-en un autre. » Tu vas peut-être... Tu sais, après 4-5, là, tu vas peut-être en trouver une qui fait ton affaire. Comme quand tu magasines un psychologue. Aussi, tu sais. Avant qu'il y ait un bon fit. Mais ça me fait penser, tantôt, tu parlais des 12 étapes. Oui. T'as-tu le droit de les nommer? Bien, c'est pas qu'on n'a pas le droit de les nommer, c'est que c'est une expérience tellement personnelle que moi, je peux vous parler de mon chemin personnel à moi, mais ça veut pas dire que l'autre dépendant qui fait les mêmes 12 étapes les fait de la même façon que moi. C'est ça le principe d'anonymat, puis qui fait qu'on préfère ne pas aller trop en profondeur là-dedans. Tu sais, moi, ce que je peux dire, c'est que les 12 étapes, ça nous prépare à lâcher prise. C'est juste en arrêtant de se battre qu'on réussit à arrêter de consommer. C'est la journée où j'accepte de l'aide que je réussis à arrêter de consommer. Il faut que je laisse l'aide rentrer. Il faut que j'arrête de penser que je vais me battre toute seule puis que ça va marcher. Ça n'a pas marché tant que je me suis battue toute seule. Après, c'est d'ouvrir un peu notre esprit à dire, ça se peut que l'aide qui rentre des fois dise des choses que je ne suis pas habituée, mais juste d'essayer, c'est la même chose avec un psychologue. Ça se peut que quand tu es en thérapie avec un psychologue qui te dise d'essayer quelque chose, tu fais comme jamais de la vie, je ferais pas ça, me dire t'es belle dans un miroir, tu sais, puis à force de le faire, finalement, on est plus à l'aise, tu sais. Puis après ça, c'est de faire le ménage, tu sais, on a souffert dans notre vie, il y a des choses qui nous sont arrivées, puis il y a des choses qu'on a fait à d'autres aussi, ou à soi. Puis de vivre avec la honte. Tu sais, il y a tout l'aspect là, avant de demander pardon, c'est d'accepter que j'ai posé des gestes, moi, dans ma vie qui m'ont causé du tort ou qui ont causé du tort à d'autres personnes. Puis là, d'aller demander pardon à moi et aux autres. Puis des façons de demander pardon à moi, c'est de ne plus consommer. Parce que c'est quand je consomme que je fous le bordel dans ma vie, tu sais. Fait que si je veux me donner un minimum de chance, bien juste de ne pas consommer aujourd'hui, c'est déjà toute une victoire, puis c'est déjà tout un pardon que je me fais à moi pour prendre soin de moi, tu sais. Être bienveillante envers toi-même. Ben oui. Puis après ça, ben... C'est facile à dire, là. Oh, mais...
C'est pas toujours évident. Non, puis c'est un projet d'une vie, mais qui se vit juste pour aujourd'hui, Ouais, tu c'est sais. ça. Puis dans aujourd'hui, je vais vivre des expériences plus fun, plus faciles, comme des expériences plus difficiles, tu sais. Puis c'est de trouver un sens à tout ça. Puis le sens à tout ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect plus spirituel du programme, puis qui fait peur aux gens, des fois, de dire « j'aime Ah, ça. c'est comme une secte ». C'est pas une secte, là. C'est vraiment... Il utilise le mot Dieu parce que ce serait long d'écrire un Ouais, non, paragraphe c'est à ça. chaque fois puis de dire ben tant que c'est une force qui t'aime Croire qu'il y a puis quelque qui chose te de plus fort que donne nous en haut. Colin, tu sais, je sais pas là, mais regarde le rocher percé là, l'eau là est plus forte que la roche là, tu sais, fait que tu peux choisir l'eau comme Ouais. puissance supérieure ou sens à la vie ou n'importe quoi qui te nourrit l'âme puis qui te fait du bien là, tu sais, puis qui soit pas de la drogue. C'est ça. Puis après ça, la 12e étape, ben, c'est de le partager avec les autres. C'est de dire, il y en a de l'espoir. Ça a marché pour moi. Oui. Veux-tu savoir comment? Moi, je peux te montrer par quel chemin moi j'ai passé, mais il y a autant de chemins Ouais. qu'il y a de personnes. Mais tu sais, des fois, quelqu'un qui t'aura juste dit une phrase, puis ça va l'aider Oui. à vouloir passer à l'autre étape, puis s'en sortir. Ben c'est ça. Tu vas rejoindre quelqu'un, puis l'autre personne, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va la rejoindre, mais toi, tu vas rejoindre une personne, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est important de rester dans les réunions. Tu sais, moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je consomme plus. J'ai perdu ma mère, j'ai pas eu envie de consommer. Je suis pas allée consommer malgré le deuil. T'es plus là. Je suis plus là, mais j'assiste encore à une réunion par semaine parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Puis moi, j'ai besoin d'entendre la personne qui arrive puis qui me dit « Asti, je rush, j'ai de la misère à pas consommer, moi, aujourd'hui. Il faut que je me rappelle. » Parce que dans ma vie que j'ai aujourd'hui épanouie, avec ma carrière puis avec tout ça, ça se peut que j'oublie que quand je consomme, je suis pas capable d'arrêter puis que ça me fait souffrir. Oui. Étienne Boulay, j'avais un podcast, je trouvais ça hot, qu'est-ce qu'il a dit, ça peut aider des gens, là. Lui, il prenait de la coke, puis quand il avait le goût d'en prendre, là, quand il était rétabli, là, OK, là, le high au début, OK, je vais aller chercher, chercher ma coke, je vais en prendre, hey, là, au début, c'est le fun. Bon, OK. Si tu continues ton film, bon, ben là, après, tu sais, il va être rendu 6 h du matin, je vais me rechercher un autre sac, fuck, là, je vais mentir à ma femme, à mes enfants, puis je vais me retrouver dans la rue, puis je vais être décalissée. Mais continue ton film, tu n'iras pas la chercher, ta drogue. Oui, en plein ça. Tu fais ça bien? Oui, c'est une belle façon de le voir puis de le dérouler jusqu'au bout. C'est ça, là. exact. C'est pas juste le bout de le fun. C'est ça. Ouais. Ah, j'ai le cœur rempli de tout merci. Ton partage. C'est gentil. J'aurais comme le côté, t'es séropositive. Oui. Ils ont trouvé un médicament pour ça? Bien, il y a plusieurs médicaments qui existent pour soigner le VIH, si on veut. Tu sais, bien, évidemment, je ne suis pas morte après 5 ans. Non, c'est ça. Je suis encore là aujourd'hui. Et puis, moi, ma charge virale est indétectable grâce à la médication que je prends. J'ai un suivi vraiment rapproché. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est que quand notre charge virale est indétectable, elle est aussi intransmissible. OK. Donc, tu sais, avec le conjoint que j'ai eu dans les 5 dernières années, c'est une discussion qu'on a eue à un moment donné, puis il était question d'avoir des rapports sexuels sans protection. Il était consentant, il était au courant de ma séropositivité, puis que, bien, parce qu'on ne trouve pas la charge virale dans mon sang, il n'y a pas de risque que ce soit transmis. Okay. Mais comme je ne suis pas médecin, je ne vais pas plus loin que ça, puis j'invite les gens à vérifier l'information là, sur Santé Canada, par exemple. Là, mais tu peux vivre ta vie... Je vais vivre ma vie. Moi, mon médecin, il m'a assuré que j'allais mourir d'autre chose que le sida, qui est la phase terminale là, du VIH. Là. Puis, fait que je vais peut-être mourir d'Alzheimer ou d'un accident. J'espère que non. J'espère qu'il me reste plein d'années encore à vivre. Oui. As-tu quelque chose que je t'ai pas posé comme question que tu aimerais parler? Ben, juste de mettre l'accent sur la bienveillance envers les personnes qui sont en situation d'itinérance. Juste un petit sourire. Oui, ça fait vraiment une différence. Regarder dans les yeux. Oui. J'en parle puis je t'ai émue. Merci. Merci Isabelle.